Très bien. Le véritable nom de votre mari, madame, n'était pas Paul Renaud, mais George Connor, n'est-ce pas? C'est exact. L'homme recherché il y a 10 ans pour le meurtre de Arnold Beroldi. Mon Dieu. Vous l'avez connu, madame, après qu'il ait fui l'Angleterre pour l'Amérique du Sud? Oui. Mais je vous demande de me croire, monsieur Poirot. Ce n'était pas un homme méchant. Cette femme s'est servie de lui. Jeanne Beroldi. Madame Debré, comme elle se fait appeler maintenant. Il y a 10 ans, elle a dit à Paul qu'elle était follement éprise de lui. Mais ce n'était qu'un mensonge. Elle voulait l'argent de son mari et elle s'est servie de Paul pour l'avoir. Elle l'a persuadé d'assassiner son époux. Oui. Ensuite, elle l'a lâchement abandonné, lui disant qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Et le jour où la police a découvert la vérité, cette femme l'a dénoncé. Ce monsieur George Connor a fait fortune dans le commerce des pierres précieuses à Santiago. Et c'est là-bas, madame, que vous avez fait sa connaissance. Oui, Jack travaillait déjà dans son entreprise. Vous vous êtes marié et vous êtes venu ici. Comment savez-vous tout cela, monsieur Poirot? Je ne serais pas Hercule Poirot, madame, si je ne comprenais rien. 10 ans après avoir fui l'Angleterre, George Connor est venu à Deauville. Il avait fait fortune au Chili et il comptait sur son argent pour s'établir ici, en France. Mais je ne sais comment son ancienne maîtresse, Jeanne Beroldi, avait retrouvé sa trace. Et se faisant appeler Bernadette Debré, elle avait loué la maison voisine de la sienne. L'argent qu'elle avait hérité après le décès de son mari avait été dépensé depuis longtemps. Et en se servant de ce qu'elle savait sur lui, elle avait compris que cela pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. Elle s'en est servie pour faire chanter Paul Renaud. C'est alors que survient un nouvel événement qui vient aggraver une situation déjà inconfortable. Jack Renaud est tombé amoureux d'une jeune fille qu'il voit régulièrement, Marthe, la fille de la femme que Paul Renaud redoute le plus au monde. Paul observe le jeune couple, impuissant à empêcher cette relation passionnée. Et il ne lui reste alors qu'une solution, s'enfuir. Oui. Paul était complètement saigné à blanc par Madame Debré. Chaque jour devenait de plus en plus insupportable. Il devait partir. Il décida d'appliquer la méthode qui avait fait ses preuves 10 ans plus tôt. Oui. Seulement cette fois, il fallait faire croire que c'était lui que les agresseurs avaient assassiné. Je devais m'enfuir moi aussi. Et nous nous serions retrouvés plus tard pour tout recommencer à zéro. Je ne comprends pas. Et Jack? Il ne savait rien? Je n'ai jamais eu le courage de lui parler du passé de Georges. Et ainsi, un plan a été élaboré. Mais un jour, quelques semaines plus tard, un vagabond est entré dans la Villa Geneviève. Sortez immédiatement! Il était violent, Vous allez sortir! grossier et très malade. Il y a eu altercation et le vagabond a eu une attaque qui lui a été fatale. Si l'on veut faire croire que Paul Renaud est mort, il faut qu'on retrouve un cadavre. Et la Providence a voulu que grâce à ce vagabond, le problème du corps soit résolu. Paul a revêtu le corps d'un de ses costumes. Mais il y a eu pire. Pour rendre la scène plus vraisemblable, le corps devait apparaître comme s'il avait été tué de façon brutale. C'est un acte horrible que de poignarder un homme déjà mort. Parfois, j'aimerais vous voir mort. Le jour Et convenu, pour une fois dans ma vie, je pourrais enfin Jack, faire ce qu'il me plaît. le beau-fils de Paul Renaud, est envoyé au Chili pour l'éloigner de la maison. Dans le même but, Laurence, le chauffeur, est mis en congé. Et ainsi, la mise en place du plan est achevée. Mais Paul Renaud profite de toutes les opportunités. Et lorsqu'il me voit, moi, Hercule Poirot, il décide de me donner un rôle dans sa mise en scène.
Il m'a raconté une bien triste histoire le soir à l'hôtel. Il ne m'a rien dit en soi. Il m'a parlé d'un trafic. Et il a prétendu avoir peur. Mais tout cela n'avait pour but que de rendre crédible sa disparition future. À la nuit tombée, tout était prêt pour passer à l'action. La servante Léonie dormait d'un sommeil profond, car la tasse de cacao qu'elle buvait chaque soir avait été droguée. C'est à ce moment-là que Paul Renaud a refait les gestes qu'il avait déjà faits 10 ans auparavant. Sans oublier cette fois, pour ne pas commettre la même erreur qu'il y a 10 ans, de serrer suffisamment la corde autour des poignets de sa femme. À ce moment-là, il était environ 22 heures, et non pas 2 heures du matin, comme vous le prétendiez, madame. Car Paul Renaud voulait prendre le dernier train quittant Deauville à minuit 7. Il enfile un manteau sous lequel il n'avait que des sous-vêtements, son intention étant de fuir avec les vêtements du vagabond. Ainsi, après Georges Connor, c'est Paul Renaud qui aurait définitivement disparu. Paul Renaud avait prévu d'enterrer le vagabond là où il était certain qu'on le découvrirait, le nouveau bunker. C'était l'endroit idéal. Il avait apporté avec lui une barre de plomb qui lui aurait servi à défigurer le cadavre du vagabond. Seulement, la justice qu'il avait narguée depuis toutes ces années le rattrapa. Le rêve devenait réalité. Une main inconnue le frappa dans le dos. Quelqu'un était donc au courant de son projet de disparition et s'en est servi pour le tuer? Oui, mon ami. Et si je peux me permettre, madame, lorsque M. Bex vous a appris sa mort, votre performance a été superbe. Mais elle ne vous a pas convaincu. Non. Mais lorsque vous avez vu son corps à la morgue... Oh mon Dieu, c'était horrible. Horrible. Ça ne devait pas être Paul. Ça ne devait pas être lui. Vous avez dû souffrir le martyre, madame. Et je salue votre courage. Mon Dieu. Vous ne saviez rien du tout, monsieur Stanor. Non, je ne savais rien du tout. Vous n'avez même jamais soupçonné que votre employeur était recherché par la police britannique? Non, je n'avais aucune raison. Monsieur Poirot, je me désintéresse de ce qui peut m'arriver. Mais pouvez-vous aider mon Jack? Eh bien, l'audience préliminaire doit avoir lieu demain matin, n'est-ce pas? Oui. Giraud est certain qu'après cette audience, Jack va passer en cour d'assises. Mais je sais que Jack est innocent et qu'il n'a rien à voir avec la mort de son beau-père. Je le sais aussi, madame. Et je vais pouvoir en donner aussi toutes les preuves. Comment allez-vous prouver que Jack n'a pas tué Paul Renaud? Mais c'est très simple, mon ami. Ce soir-là, il y avait un témoin qui doit se faire connaître. Qui donc? Hastings, c'est un dilemme pour vous. Vous cherchez la vérité et vous en avez peur en même temps. Que voulez-vous dire? Je parle de mademoiselle Bella DeWin, mon ami. Vous la connaissez? Cessez de la protéger. Je dois lui parler au plus vite. Elle ne s'appelle pas Bella, mais Isabelle. Isabelle pour vous, mon ami, mais Bella DeWin pour Jack Renaud. Vous vous souvenez, BD en signature de la lettre? Qui était adressée à Paul Renaud. Non, Hastings, c'était adressé à mon tendre amour. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Elle était dans la poche de son manteau. Ah, il était dans la poche du manteau qu'il portait, mais ce manteau n'était pas le sien. Je vous explique. Lorsque Jack Renaud est parti pour Cherbourg, il a pris par inadvertance le manteau de son beau-père. Ce qui veut dire que le soir... Exactement. Paul Renaud avait mis le manteau de son beau-fils. Alors, Isabelle est amoureuse de Jack Renaud? Oui.
Pourquoi vous êtes-vous mis dans une telle situation, mon ami? La photographie sur laquelle vous faites semblant de ne pas la connaître, son nom que vous ignorez, pourquoi la protégez-vous ainsi, Hastings? Je n'en sais rien. Je suppose que je suis tombé amoureux. Ah, j'en suis bien triste pour vous. Et pour elle aussi. Bonjour, madame. Mademoiselle DeWin, s'il vous plaît. Mademoiselle DeWin, que lui voulez-vous? Il est demandé de toute urgence au palais de justice, madame, car seul son témoignage peut établir l'innocence d'un jeune homme. Je suis désolée, elle n'est pas ici. Quoi? Elle est sortie hier soir et elle n'est pas encore rentrée. Oh. Poirot. Alors, vous ne payez pas vos dettes? La partie n'est pas encore finie, monsieur Giraud. Non. Non. Le juge n'a pas encore prononcé la mise en accusation. Vous reculez pour mieux sauter, Poirot. Bien. Je peux attendre. La cour! La cour! Première audience sur l'affaire Jacques Renaud. J'ai examiné les pièces que m'ont fait parvenir le procureur et messieurs les avocats de la défense, et j'aimerais poser quelques questions à l'accusé. Monsieur Renaud, niez-vous être revenu à Deauville le soir du meurtre de votre beau-père? Non, j'étais ici. Et avez-vous dit à votre beau-père le même jour: j'aimerais que vous soyez mort pour faire ce qu'il me plaît? Monsieur le Président, mon client subit depuis quelques jours une pression insupportable. J'aimerais apporter au dossier une... Oui, d'accord, mon cher maître. Vous vous rendez compte, monsieur Renaud, qu'au vu des réponses que vous m'avez données, je ne puis faire autrement que de vous envoyer devant les jurés. Oui. Bien, dans ce cas... Non, madame, vous ne pouvez pas entrer. L'audience est commencée. Isabelle. Je m'appelle Bella Dwin et je me constitue prisonnière pour le meurtre de Paul Renaud. L'audience est suspendue. Emmenez-la! Vous étiez au courant. Vous avez triché, Poirot. Alors, monsieur Poirot, enfin nous nous rencontrons. N'est-ce pas ce que je suis censée dire? Mademoiselle DeWin, pourquoi avez-vous tué Paul Renaud? Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est parce que vous êtes amoureuse de son beau-fils, Jack Renaud. Oui. Mais il vous a quitté pour Marthe Debray. Et c'est Jack que vous avez menacé de tuer dans votre lettre. Vous vous êtes trompé de cible. Vous avez pris Paul Renaud pour son beau-fils. Il faisait noir, il portait le manteau de Jack. Je ne veux pas en parler. Alors dites-moi, mademoiselle DeWin, pourquoi avez-vous pris le couteau dans le bureau de monsieur Pex? Pour qu'il ne me retrouve pas. Et ce couteau était le vôtre? Oui. Merci, mademoiselle DeWin. Poirot? Je vous attends dehors.
Je vous dois toutes mes excuses. Non.